Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. CENI, dépôt des candidatures pour la députation nationale à partir de ce dimanche 25 juin. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir en ce vendredi 23 juin. À ma gauche, Pasteur Bobo Koyamba du MPB TV. Pasteur Bobo, bonsoir. Bonsoir, Patrick Bobo. À ma droite, Cornelis Landou, agence congolaise de presse, et Onesha Africa. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Et Baudouin Amba de CongoIndépendant.com. Bonsoir, Baudouin. Bonsoir, Patrick Yogo Mazando. Et nous remercions l'équipe technique avec notre IT officer qui va nous faire des merveilles une fois de plus. En ce vendredi soir, nous allons vous parler évidemment de la CENI et du dépôt des candidatures pour la députation nationale comme notre point initial. Nous suivrons avec le point concernant le retrait du parti politique de Martin Fayulu, décidé du processus électoral. Et nous parlerons également du dernier rapport de l'ONU sur la République démocratique du Congo, avec l'implication du Rwanda en soutenant le M23 et les liens entre la République démocratique du Congo et certains groupes rebelles. Et enfin, volet judiciaire, affaire Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et des arrestations du député Franck Diongo. Avant toute chose, comme à notre habitude, je commencerai par Baudouin cette fois-ci. Avez-vous quelques points d'actualité qui retiendraient notre attention pour aujourd'hui? Mais moi, le sujet que j'ai retenu, c'est la polémique entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Téningo Bigambaka, et le vice-président de l'Assemblée nationale, Godem Poé. Sur le plan anecdotique, Jean-Téningo Biga conteste à Godem Poé la qualité de quinoa. Pourquoi? Parce qu'il serait arrivé à Kinshasa à l'âge de 10 ans. Mais quand on voit le fond du problème, qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que Godem Poé avait écrit à Jean-Téningo Biga pour lui dire, écoutez, j'ai appris qu'il y a des fictifs qui sont toujours payés. J'ai appris qu'il y avait tel montant qui est rentré dans les caisses, mais on ne retrouve pas ça dans le trésor de la ville. Jean-Téningo Biga a piqué une crise, à une colère homérique. Et puis, on leur a fait un semblant de réconciliation, mais chacun avait son couteau derrière le dos, ils ont repris encore la guerre. Mais ce qui est décevant, c'est que vous imaginez la ville de Kinshasa, une agglomération de près de 10 000 km², avec plus de 10 millions d'habitants. C'est presque un État. Ah oui, c'est la population de la Belgique ou du Rwanda. Et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif provincial se disputent sur des broutilles alors que la ville est malpropre, une insalubrité sans nom, les embouteillages, il y a pénurie d'eau, pénurie d'électricité, insécurité des personnes et des biens.
les Kourouna font la loi. Et voilà deux grands responsables de cette ville qui ont le temps de se chamailler comme des petits-enfants. C'est bien le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Non, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pardon. Provinciale. Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Donc c'est une lutte de pouvoir au niveau provincial entre l'exécutif provincial et le législatif. Les mauvaises langues disent déjà, bon, j'aime pas beaucoup rapporter ce genre de choses à ceux qui vont moni Godé, Poya, Siri qui boisse qui a rien quitté. Bon. Je passe la parole alors à Cornelis Landous. Un petit point d'actualité qui pourrait nous dérider. On va rester en province pour parler du Congo central cette fois-ci, où c'est pratiquement le même sujet. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui venait de démissionner aujourd'hui. Alors, il s'appelle Jean-Claude Mvwemba, président de l'Assemblée provinciale et président du parti MCR. Alors, il faut dire que le problème date d'il y a une dizaine de jours où des députés provinciaux ont initié une motion de défiance contre leur président de l'Assemblée provinciale pour mégestion. Mais il y a eu beaucoup de débats autour de cette motion parce que des pro-Mvwemba ont dit que cette motion est initiée parce que Mvwemba n'est pas de l'union sacrée. Et d'ailleurs, on a même vu au début, quand le gouverneur déjà de la province avait eu de petits démêlés avec certains politiciens de sa province, il a été appelé rapidement à Kinshasa et il a été accueilli par des gens de l'UDPS qui ont dit que le gouverneur ne rentrerait plus au Congo central parce qu'il n'est pas de l'UDPS. Il faut que ce poste-là soit confié à quelqu'un de... Et donc, en fait, Jean-Claude Mvwemba démissionne. On dit, évidemment, officiellement, il y a mégestion, mais on dit en sous-main que, n'étant pas de l'union sacrée, on lui a fait... on lui a jeté des pelures sous les pieds pour qu'il glisse. Bon, des pots de banane. Il vient de démissionner et on va voir la suite. Mais il y a un petit détail à ajouter sur ce dossier. Dites-nous. Jean-Claude Mvwemba était membre de l'ensemble de Moïse Katumbi. Et il y a 48 heures, il a pris ses distances par rapport à Katumbi. Et on apprend qu'il a démissionné. Oui. C'est une histoire assez étrange. Mais voilà, donc il n'y a pas de cause à effet. Oui. Il n'y a pas de cause à effet parce que la motion de censure, de défiance avait été initiée bien avant, une dizaine de jours. Mais lui, il est parti avant le vote. Avant le vote, il a démissionné. Il n'a pas attendu le résultat de la motion. Mais j'avais aussi un deuxième sujet qui est quand même intéressant parce que il a été convoqué. Je ne sais pas si la réunion a déjà... je crois que oui. Il a été convoqué le 13e exercice du commandement des forces de l'EAC. Donc, le East African Community. Alors, les forces qui devaient, entre guillemets, combattre à l'est de la RDC, sont en exercice ou au Rwanda. L'exercice a lieu au Rwanda, mais les FRDC ont refusé d'y aller. Mais l'exercice est officiellement organisé au Rwanda. Alors nous ne comprenons pas ces forces-là qui sont à l'est du Congo pour combattre le Rwanda, entre guillemets, qui est derrière le M23. Ces forces-là vont coaliser avec les Rwandais. Ils vont faire des exercices militaires là-bas pour, ils disent eux-mêmes, que ces exercices-là, c'est pour augmenter l'efficacité des forces armées qui sont à l'est de la RDC. Alors vous voyez vraiment qu'on se moque. On se moque déjà. Pour rappel, les forces régionales de l'EAC sont composées des États membres de l'EAC. Exactement. Et donc peut-être au Congo de se retirer de l'EAC, mais ça c'est une autre histoire. Oui, parce que comment voulez-vous aller au Rwanda faire des exercices avec les Rwandais pour combattre les Rwandais? On est où là? Au Congo, Pasteur Bobo,
Est-il un point d'actualité ou deux qui moi, mérite d'être partagé? J'ai beaucoup de points, mais ça me fait rigoler. On va aller au Rwanda pour. Donc, on doit quitter l'EAC. Il est grand temps qu'on puisse quitter l'EAC. J'ai beaucoup de points, mais je commençais par quoi? Je vais commencer par. Je vois le général Christian Chioué. C'est le commandant de chef d'état-major des forces. Faire une causerie morale avec des troupes. Et il dénonce qu'il y a trop d'infiltrés à tous les niveaux, au niveau de l'armée. Moi, je me dis, mais pourquoi pas commencer par les arrêter, les mettre dans le début. Déroyaliser. Bobo, il faut quand même qu'on précise, il n'a pas dit qu'il y a des infiltrés. Il y a trop de fuites dans l'armée. Vous faites quelque chose, c'est parti quelque part. Vous, même une conversation privée, vous apprenez que... Mais il n'a pas parlé d'infiltrés. Il y a une nuance peut-être, mais les effets sont les mêmes. Il faut les suivre, à tous les niveaux. Continue, Pasteur Bobo. Il dit qu'il y a beaucoup d'infiltrés. La suite logique, qu'on écoute des causeries, ça sort, des trucs, ça sort. Et puis il met en garde, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est la conséquence en fait de l'infiltration. Il met en garde des politiciens. Des politiciens, parce que l'armée doit rester apolitique. Ça me rappelle un certain Mobutu, avec le Lumumba et Kasavubu, quand il y a un état-major qui arrive et commence à mettre en garde des politiciens. Bon. Est-ce que l'armée risque de neutraliser les forces politiques? Non, lui il dit l'armée doit rester loyale. Il y a un seul chef, c'est Félix Tshisekedi. Mais quand l'état-major se prononce au Congo, ça me fait rappeler 60. Mais il faut quand même préciser qu'il a dit aussi qu'il ne faut pas qu'on mette l'armée dans les querelles politiciennes. Ce sont mes mots, mais c'est un peu ça qu'il a dit. Ça ressemble effectivement à ce qui s'est passé avec Mobutu. Suivez Mobutu 1960. C'est un peu Mobutu 1960. Mais le contexte est différent. Lui, il ne maîtrise pas toute l'armée comme Mobutu à l'époque. Mais quand vous l'écoutez, il prend position et il tape sur la table. Le politicien, en tout cas, laisser l'armée. L'armée doit rester apolitique. Deuxième point que je pourrais. Bon, je ne sais pas voir trop petits points. Alors, deuxième point, c'est beaucoup plus. Ramazan Chadari et Kalev, donc retirés de la liste des sanctions de l'Union européenne à moins de 6 mois des élections présidentielles. 5 mois et 27 jours précisément. Il se rend compte que comme le gouvernement Fatih fait beaucoup de pression aux opposants, bientôt on va quitter, on va sanctionner l'entourage du président Tshisekedi. Il se rend compte dans le... Troisième point que je pourrais dire rapidement, bon, je peux m'arrêter ici. Je prends juste le but de Fiston Maël. Fiston Maël, le deuxième but de Leopard contre les Gabonais. Les Gabonais, c'était extraordinaire, ça j'ai beaucoup aimé. Là où c'était formidable. Mais ce que je n'ai pas compris au niveau du Congo, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires dans des journaux principaux. J'ai eu ici près que je peux saluer, il est ça. Lui il dit qu'au Congo tout est c'est l'argent. Tout est monnayé. Pour qu'on puisse parler de vous, même de Léopard. L'équipe nationale. Il faut les payer. Quand vous ne les payez pas, on vous a. Mais Fiston Maël a trois félicitations et on nous dit que le gouvernement ou le président a donné 30 000 $ aux joueurs. J'ai dit très bonne chose. Hein. Mais c'est ça, on dit tout est monnayé, monnayable. À chaque chose qu'on fait, il faut qu'il y ait de l'argent. Non, les joueurs, même c'est l'Europe, hein, on les motive, les déprime. Mais non, même si. Non, il n'y a pas de l'équipe de France, les Diables, les Rouges, partout, c'est quand on les promet. Oui, si vous gagnez ce match, c'est la Ligue qui paye ou c'est le président de la République qui paye? Non, évidemment, c'est le président. J'ai dit président, mais ce n'est pas le président. Non, c'est le trésor public. En fait, il faut préciser que cette prime-là était promise aux joueurs avant le match. Si vous gagnez, chaque joueur a 30 000 $. Ça fait l'argent du pays. C'est ce que... En tout cas, le patriotisme, c'est aussi... Promettez les 60 000 $ contre le match de deuxième match. S'ils sont qualifiés pour la CAN. Ça va faire du bien, c'est le bien du pays.
On va commencer par la Commission électorale nationale indépendante qui, faisant son chemin contre vents et marées, le dépôt des candidatures pour la députation nationale est prévu pour ce dimanche 25 juin. Alors j'aimerais avoir vos avis sur d'abord le calendrier tel qu'il est suivi et poursuivi et ce que cela augure selon vous. Baudin, vous vous lancez? Ben, moi je me réfère d'abord à la déclaration du rapporteur, Madame Patricia Nsea, le 12 mai. Le train électoral est en marche et rien ne va plus l'arrêter. Et c'est à cette occasion qu'elle avait annoncé que, après promulgation de la loi sur répartition de sièges, eh bien, dès le 25 juin, ils vont commencer à recevoir les candidatures des députés, de futurs députés. Je dis, la CENI continue son bonhomme de chemin contre vents et marées. Et nous avons suivi, il y a Monseigneur Ncholet qui a fait une sortie en disant, écoutez, la liste électorale n'est pas crédible, le fichier électoral n'est pas crédible, etc., etc. Mais j'ai l'impression que Denis Kadima a décidé de jouer son professionnalisme et il va tenir tête à ses détracteurs. Pasteur Bongo, par rapport à cette députation, ce dépôt des candidatures, l'ouverture est là. Si vous me suivez chaque soir, moi j'ai titré actualité compliquée. C'est même Cholet là. Qui est bout d'aujourd'hui, demain, la même personne va dire que on a gagné, c'est elle a gagné, on lui a volé les élections. C'est compliqué. Il dit que tout est. Aujourd'hui, c'est même stratégie. Hein. On dit que tout est faux. Après, ils vont aller aux élections, ils vont mettre des témoins, ils vont. Et vous pensez que c'est pas argumenté? Il dit ça en l'air comme ça? Bon, argumenter, il peut à moitié raison. Je leur donne à moitié raison, mais ils changent. Il faut qu'ils restent logiques à leur logique. Parce que si tout est faux dès le départ, il faut tout réciter jusqu'à la fin. Si aujourd'hui c'est faux, et à la fin, vous passez vous nous dire que c'est elle qui a gagné avec nos témoins, avec des faux listes, des faux fichiers, des faux. Peut-être que le terme faux est mal choisi. Ils ne disent pas que le fichier électoral est faux. Il est corrompu, il est vicié. Manque de transparence. Mais ils rejettent toujours. Selon vous, ça serait quoi? Se désengager du processus électoral, que la société civile... Moi, ma solution était qu'on puisse laisser le ministère de l'Intérieur organiser ces choses. On va oublier ça sera probablement pour la 4e République. Mais un jour, pas demain, mais on pourra faire avancer les choses. Mais dimanche 25, dépôt des candidatures, on le disait ici, la politique, il faut avoir de l'argent pour faire la politique. La majorité d'entre eux ne savent même pas. Je n'ai pas écouté des grands leaders d'opposition ou du pouvoir faire des levées de fonds, des campagnes de fonds. Ils ont l'argent. Et si vous n'avez pas d'argent pour organiser une campagne, faire des élections, vous allez créer des problèmes, bouder. Si vous voulez faire la politique, vous dirigez un grand parti, il faut aussi savoir chercher l'argent. C'est l'argent. Ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, par-ci par-là, les partis savent chercher l'argent pour faire leur campagne. C'est pourquoi il y a des... on ne peut pas dépasser... Il y a des plafonds dans certains pays. Parce que les partis cherchent l'argent. Nous, au pays, les partis ne cherchent pas l'argent. Or, ça commence le 25. Il faut payer pour les candidats, payer. Et souvent, ils préfèrent la troisième voie. C'est quoi deuxième voie ou troisième voie? C'est le dialogue. Ajouter encore 2 ans de transition pour entrer au gouvernement, chercher l'argent et organiser des élections 2 ans plus tard.
Cornelis, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Pasteur Bobo? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, merci beaucoup Patrick. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec ça. J'étais d'ailleurs en train de chercher un document que j'avais téléchargé, mais je ne le trouve plus. De mémoire, vous pouvez nous dire de mémoire. Je voudrais dire que l'Église catholique est restée dans sa logique initiale. Il n'y a pas de... Évidemment, ici, on parle de dépôt de candidature déjà. Il y a eu toilettage du fichier, le fichier, le gouvernement a initié la loi, et ainsi de suite. Mais l'Église catholique est restée dans sa logique initiale. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'Église catholique, dès le début, a dit que la CENI devait intéresser toutes les parties prenantes pour accompagner le processus. Qu'est-ce qu'on entend par partie prenante pour accompagner le processus? Oui, je voulais terminer la phrase. Il faut, donc pour l'Église catholique, il ne faut pas que la CENI puisse mener le processus tel qu'elle veut. C'est-à-dire les parties prenantes, le pouvoir, l'opposition, la société civile. À toutes les étapes. Mais n'oubliez pas que l'Église catholique avait aussi boudé mal un prêtre catholique qui avait organisé les élections 2006. La même CENI, ils ont boudé. C'est leur habitude. Bravo. Bravo. Alors, on laisse finir. En fait, vous ne mélangeons pas tout. Ils ont boudé mal. Oui, mais je suis en train de vous répondre. Vous êtes au niveau des individus. On a boudé Malou. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de bouder Kadima. Je parle de la CENI, qui est l'institution. Donc, le processus a été donc, déjà... il faut de l'inclusivité. De l'inclusivité. Il y a eu l'Église catholique, il y a eu l'Église protestante qui ont parlé de la même façon. Quand ils ont fait leur tournée occidentale ici, ils ont fait une conférence de presse, ils ont dit que le processus était en train d'être mené de façon unique et qu'il fallait que les autres soient associés. Moi, je crois, ici nous sommes entre journalistes, j'ai peur quand je vois des gens qui entrent en transe pour défendre la CENI. La CENI, ce n'est pas une institution qui est proche de l'UDPS ou du pouvoir. La CENI, nous devons comprendre, et ça, je voudrais insister sur ça, nous devons comprendre que la CENI est une institution indépendante. Et je pose même la question, parce que même au niveau du fichier, pourquoi l'UDPS ne se mettrait pas à côté de ceux qui dénoncent? Parce que nous avons vu qu'il y a eu des bulletins de vote qui ont été vus, 30 000 bulletins. Là, vous parlez du cycle électoral. Du cycle électoral. 30 000 bulletins disséminés. Ça, c'est une Jeep là. Et puis, là, ce sont des cartes d'électeurs. Des cartes d'électeurs. Et deuxième fois, dans le Kasaï, encore 30 000. Mais pourquoi toutes les parties ne poseraient pas des questions à la CENI pour dire, écoutez, qu'est-ce qui nous garantit que ces cartes-là n'ont pas de... Justement, si je peux avoir une minute. Est-ce que vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas poser la question à la CENI de savoir ce qui garantit que toutes ces cartes-là, toutes ces cartes d'électeurs qui étaient disséminées là, n'ont pas d'impact? Et même quand il y a audit du fichier électoral, qui a audité le fichier? Parce que la CENI dit il y a eu audit interne et audit externe. Moi, c'est le document que j'ai cherché. Hein. Qui sont les experts externes? Il y en a eu 5. On ne les connaît pas. Il y a une liste. Il y a une sud-africaine, il y a je ne sais pas qui. En tout cas, j'avais un document là. Mais ce sont des experts externes que vous ne connaissez pas. Et qui ont été choisis selon quels critères? Nous ne savons pas. C'est là que ça pose problème. Est-ce que nous sommes obligés de connaître les auditeurs? Non, vous n'êtes pas obligé. Alors, quand les parties prenantes, nous sommes journalistes, heureusement, ça ne nous concerne pas, mais quand les parties prenantes posent le problème de l'audit externe, c'est un droit qu'on leur reconnaît. Voilà. Et donc, vous aviez un commentaire, parce que et puis je passe la parole à la CENI, mais moi, je suis un peu désolé par rapport au comportement de nos amis prêtres. Pas les prêtres. Argumentez. Les pasteurs aussi. Les pasteurs protestants. Et les protestants. À chaque élection,
ils commencent par ça. C'est leur jeu, leur style de jeu. Les mêmes personnes, d'ici là, d'ici peu, ils vont commencer à revendiquer la victoire à un niveau impossible. Mais au début, ils boudent tout, ils compliquent et quel est leur mobile selon vous? Pourquoi est-ce que l'Église fait ça alors qu'ils n'ont pas de candidat, ils n'ont pas de parti politique? Pourquoi est-ce qu'ils feraient cela? On ne sait même pas à quel jeu ils jouent. Non, ils jouent le jeu de la transparence. Parce qu'ils veulent... Non, ils veulent être fichés. C'est ce qui est objectif. Vous croyez que c'est la transparence? C'est ce qu'eux ils disent. Et toi, tu n'es pas là-dedans. Laisse-le dire que c'est le jeu de la transparence. Baudouin, je vous passe la parole sur cette question. Oui. Tu n'as pas de preuves contraires. Il y a eu beaucoup d'échanges, mais peut-être on va revenir à la question de départ. Vous savez, sans faire l'étalage de mes connaissances théoriques, les politologues disent que chaque fois que le pouvoir temporel échoue, c'est là que le pouvoir spirituel monte au créneau. Nous habitons en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du cardinal belge. Moi, je ne connais pas. Il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé un nouveau. Je ne connais pas son nom. Le nouveau. Tu auras le temps de le connaître. Voilà, justement. Il a été nommé hier ou avant-hier? Oui, il remplace... Nous avons vu, oui. dans la vague des conférences nationales, c'était toujours les prêtres qui présidaient. Pourquoi? Parce que le pouvoir temporel, donc le pouvoir politique a échoué. Moi, si j'étais dans l'union sacrée, je devrais être inquiet. On peut tout dire, soupçonner Monseigneur Ambongo de faire le jeu de Katumbi ou sa proximité avec Katumbi, mais on doit se demander pourquoi ces gens ont une parole qui a du poids au sein de l'opinion. Si on donnait aux gens l'eau, l'électricité, etc., la paix, vous savez, je ne vais pas concurrencer Pasteur Bobo, mais un jour j'ai discuté avec Abbé Jean-Pierre Mbélou. C'était lors d'une messe à l'occasion de la commémoration d'un anniversaire d'Armand Tungulu. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais Abbé Jean-Pierre, est-ce que c'est normal que les prêtres fassent la politique? Il dit, mais rien de plus normal. Et il argumente. Il dit, Baudouin, est-ce que vous avez la Bible dans votre téléphone? J'ai dit oui. Il dit, prenez Matthieu 25, 35. Et j'ai pris, et il m'a dit, lisez. Et ça, c'est Jésus qui parle. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité, etc., etc. Et puis, il termine en disant, parce que ses disciples ont dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on oui, vous ne nous rappelons pas. Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses assez petites, c'est à moi que vous avez fait. Donc l'Église est dans sa situation, c'est-à-dire l'Église est toujours du côté des faibles, de ceux qui vivent dans la précarité. Donc, contrairement à ce que dit le pasteur Bobo, vous pensez que l'Église est vraiment dans son rôle lorsqu'il... oui, s'il n'y a pas d'influence politique. Qui critique objectivement le processus électoral. Il y a des failles. Cornelis a cité les cartes d'électeurs qui traînaient à gauche et à droite, l'entêtement de la CENI d'avancer sans tenir compte des parties prenantes, etc. Mais le terrain politique, c'est autre chose. Hein. Jésus lui-même, on voulait le faire roi, il avait refusé. Donc le terrain politique, c'est autre chose. Exact. Il y a un abbé qui a voulu être... il ne peut pas être roi. Jésus lui-même, Jésus, on voulait le faire roi. Il a fui. Jésus. Exact. Mais y a-t-il un archevêque qui veut être président? Non, il n'y en a pas. Mais je voulais... Non, pasteur, je voulais dire... Hein, Et vous avez le dernier mot sur cette question, comme ça nous passons au point suivant. Oui, je voulais dire aussi que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques... Et les kimbanguistes. Personne n'a des armes pour contraindre les politiciens. Parce que vous disiez tout à l'heure ici qu'aujourd'hui ils sont en train de combattre, mais après ils l'ont fait. Et ils sont, comme disait Baudouin, ils sont dans leur droit.
Pardon, je voudrais terminer. Tu vas. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Il déstabilise l'Afrique, il déstabilise. Vous allez répondre. Les jeux des Occidentaux. Non, c'est pas comme ça. Il faut me laisser d'abord terminer. On va passer. Je vous donne la parole. Voilà. Donc en fait, ils sont en train de combattre le processus, ou ils sont en train ils essaient que le processus suive le chemin normal, que eux considèrent normal. Mais au moment où vous vous entêtez, ils n'ont pas... Ils n'ont pas commencé. J'ai terminé d'abord, vous allez répondre. Allez-y, Cornelis. Donc, au moment où vous vous entêtez et que le processus est à terme, ils vont accompagner la suite. C'est normal. Parce que ils ont toujours dit, mais celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. On va l'accompagner. Jésus est venu sur terre pour les pécheurs. Voilà. On va suivre donc ce dimanche 25 juin le dépôt des candidatures pour la députation nationale en République démocratique du Congo. Nous sommes à 5 mois et 27 jours des élections, soit plus ou moins 180 jours. Le temps passe très vite. Certains mandataires doivent déjà regarder le sablier, le compte à rebours qui va de plus en plus vite. Deuxième point, mais qui est tout à fait lié encore à la question des élections, RDC Horizon 2023 oblige, le retrait d'un parti politique fort connu, surtout par son leader, qui n'est autre que Martin Fayulu, et de sa bouche, il a dit que les idées quittaient le processus électoral. Au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Pasteur Bobo. Bon, déjà, beaucoup de personnes en ont parlé. Moi aussi, j'en avais parlé. À quel jeu joue Martin Fayulu? 2018, il faut relire l'histoire. 2018, il a fait la même chose. Faites-nous la relecture de l'histoire. Il avait boudé la machine à voter. Il est allé aux élections avec la machine à voter. Il a revendiqué la victoire avec la machine à voter. Mais ici, quand on voit le geste qu'il a posé, moi j'ai titré ça. Donc, il a donné au lien caviar à Tshisekedi. Une passe à Nord. Parce que si vous retirez. Il a créé un boulevard. Si vous retirez, vous laissez pas. Tout le monde, on entend match retour, Tshisekedi Fayulu. C'est pas un match Tshisekedi Mukwege, Tshisekedi Moïse Katumbi. Mukwege, docteur Mukwege qui ne s'est jamais annoncé comme candidat de toutes les façons. On pense qu'il les fera dissiper selon beaucoup de sources. Mais on attend. Le dépôt, c'est pour ça. Donc, selon vous, ça aurait été un tête-à-tête, face à face. Tout le monde attendait le match retour Tshisekedi Fayulu. Et il donne les caviar, il passe à Nord à Tshisekedi. Bien qu'il s'est retraité après, il dit que je me retire, mais je ne sais pas boycotter. Donc le parti se retire du processus électoral, mais les résultats des élections seront... Il dit, on s'est retiré, mais on n'a pas boycotté. Langage flou. Donc c'est un peu compliqué ça. Est-ce qu'il a laissé la place à Moïse Katumbi? Est-ce que ça a été monnaie? Est-ce qu'on lui a donné l'argent? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais les raisons qu'il donne, c'est aussi bon. Parce qu'il pense que s'il va aux élections, ça sera la même chose comme comme on dit, les taux de magouilles, des fautes. S'il va aux élections, on ne peut pas prendre des résultats différents si on fait la même chose. Donc il va échouer parce qu'il a des fautes. Il préfère laisser avant. Or, si vous laissez avant en Afrique, vous laissez la place au président sortant, il va gagner haut la main. Cornelis, vous pensez qu'il y a une stratégie, ou plutôt ici, une stratégie qui est mise en place
Bon, moi, je crois. Moi, je ne vais pas me battre, mais en fait, on est en train de fourbir ses armes en cachette. Oui, mais moi, je ne crois pas que c'est une tactique. Je crois que c'est une conséquence. Parce que il faut savoir que les 4 de l'opposition, hein, les 4 mousquetaires que nous connaissons, Matata, Fayoulou, Katumbi, ainsi de suite, c'est Sanga. Et Delis Sanga, oui. Oh, oui. Ils ont toujours regardé ce processus-là avec suspicion. Avec suspicion. Depuis longtemps. Et moi, je serais un peu plus mitigé que vous. Hein. Je ne crois pas que Fayoulou s'est retiré du processus électoral. Nous reprenons ces termes. Fayoulou dit « je ne présente pas des candidats ». Décidé ne présente pas de candidats. Non, il n'a pas dit décider. Il dit nous. Nous, oui, à tous les niveaux. Nous ne présentons pas nos candidats, sauf si. Donc, Fayoulou ne s'est pas retiré du processus. Il attend le cahier de charges, il attend la réponse au cahier de charges qu'ils avaient déjà introduit avant. Quoi? C'est-à-dire, on veut voir clair dans le processus, comment vous avez, quel est votre nombre d'enrôlés, comment vous les avez eus, et le fichier là, il y a eu, est-ce qu'il y a eu audit, est-ce qu'il y a eu le bon audit, ainsi de suite. Donc, il ne se retire pas du processus. Il ne dépose pas ses candidatures à tous les niveaux, sauf si. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est une conséquence logique du cahier des charges qui a été déjà déposé. Mais ça commence dimanche. Il va faire quoi? C'est ça que je suis en train de dire. Ça commence dimanche. C'est ça que je suis en train de dire. Donc c'est une logique, c'est une conséquence du cahier des charges qu'ils avaient déposé, dont ils attendaient la réponse qui n'est jamais venue. Ça commence dimanche après-demain. Oui, d'accord, il ne va pas déposer ses candidatures, mais voilà. Mais il est dans les processus. Baudouin, pensez-vous que le temps ne joue pas contre l'opposition, ou est-ce que l'opposition a suffisamment de levier pour rentrer dans le contrôle du processus électoral? Non, mais Martin Fayoulou a déjà été désavoué en quelque sorte par ses partenaires. L'ensemble va participer, déposer des dossiers à tous les niveaux. Matata va participer, pour autant que les casseroles judiciaires qui traînent derrière lui ne lui causent pas un handicap. J'ai appris que c'est Sanga aussi s'est prononcé. Donc Fayoulou, c'est un homme seul. N'est-ce pas, ne serait-ce pas un stratagème? Stratagème, je n'en sais rien, mais j'ai essayé de scruter son speech. Essayez de regarder l'attitude des membres de son parti, notamment Lexus Légal. Je n'ai jamais retenu son nom authentique. Madame Chantal Moboni. Tous ces gens étaient comme pétrifiés en l'entendant dire « nous avons décidé ». Apparemment, ils venaient d'apprendre cette mesure dans la salle. Ça, c'est selon vous, ou vous avez... Non, mais on voit dans leur attitude. Oui. Quand vous lisez la lettre du député Ados Ndombassi, c'est un député SID? Il est SID de la ville de Kinshasa, de la Funa. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est... comment dire, les gens sont dans une confusion au sein du parti. Ils ne s'attendaient pas à une telle décision. Donc Martin Fayoulou a décidé tout seul. Et il dit nous. D'abord, sur le plan de la forme, il était derrière un pupitre avec la mention Lamouka. Or, lui, pour le moment, il n'assume aucune responsabilité dans cette... je ne sais pas s'il faut appeler ça plateforme. Et puis, il dit nous, mais il ne précise pas. Est-ce qu'il parle au nom de l'Écidé? Il parle au nom de Lamouka? Non. Peut-être un nom majestatif, puisqu'il est... C'est-à-dire, oui, nous, les gens comprennent que nous... Mais je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Parce que quand vous dites nous, vous êtes derrière un pupitre qui indique ce que vous représentez, Lamouka.
Or, vous êtes le président d'un parti récidé. Entre nous, demandez à la CENI de réformer le fichier électoral à quelques 48 heures de dépôt de candidature pour la députation. C'est peut-être, il se donne un prétexte pour ne pas y aller. 2, demander que ça soit audité par un cabinet extérieur. À 48 heures ou 72 heures de cette étape, c'est là que les gens se posent des questions. Soit, des mauvaises langues disent, il a peut-être cédé sa place ou monnayé sa place avec Katumbi. Il dit, écoutez, moi je ne suis pas partant, allez-y. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratagème. Est-ce qu'il n'y a pas un stratagème là-dessous Oui. Pasteur, vous connaissez, vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure. Je crois... On vous passe la parole tout de suite après. Martin Fayoulou a oublié quelque chose. La politique, c'est quelque chose des rapports de force. Il était le président élu, entre guillemets, pendant 5 ans. Il avait la possibilité de faire sortir la rue, de faire des manifestations. Tout ça, la rue n'a pas suivi. La rue n'a pas suivi comme à l'époque d'Etienne Tshisekedi qui maîtrisait la rue. Fayoulou n'a pas maîtrisé la rue. Comment il peut faire arrêter la machine, là, comme dit Baudouin Baouchi, 72 heures? La politique, c'est pas, tu dis, non, c'est rapport de force. Est-ce que c'est pas justement un prétexte pour se retirer, j'allais dire, dignement? Mais je m'excuse un peu, je n'avais pas terminé mon idée. Allez-y, et puis je repasse la parole à Pasteur Bobo et ensuite à Corneille. Parce qu'on peut se poser la question, et maintenant, après la lettre d'Ados Ndombassi, Ados Ndombassi dit, je vous conjure, je regardais à Martin Fayoulou, je vous conjure à revenir sur vos propos. Vous ne trouvez pas que ça reste dans la sphère du stratagème, de la dramatisation? Ils sont du même parti, pourquoi ils s'écrivent par médias? Peut-être qu'il n'y a pas de débat interne. Il dit, je vous conjure à revenir sur ce que vous avez annoncé. Mais si Martin Fayoulou annonce maintenant qu'il s'était trompé ou ses paroles ont dépassé sa pensée. Ou il retire... Mais moi, ça m'a fait penser à un ancien Premier ministre, Achille Van Acker. C'était un autodidacte. Il avait l'habitude de dire une phrase qui est restée dans l'histoire. J'agis et je réfléchis. Et il était un gaffeur. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'un parti comme ça ne peut pas savoir qu'il y a 3 phases dans la prise de décision, la préparation, la conception et l'exécution? Vous décidez tout seul. Comme un grand. La preuve est faite que Martin Fayoulou, c'est le chef absolu dans son parti. Cornelis, sur cette affaire de les idées qui se retirent, est-ce qu'il y a vraiment de la désorganisation dans le parti? Il n'y a rien vraiment là-dessus? Non, il n'y a pas de désorganisation. Moi, j'ai toujours dit, en citant une cantatrice burundaise qui a dit « Les politiciens sont des gens qui ne comprennent rien à la politique ». Non, il n'y a pas de désordre. Ils ont tous géré leur parti de cette façon-là. Et nous avons dit ici, nos politiciens ont même pris des décisions qui ont jeté de l'opprobre à leur pays. Vous voyez par exemple, moi je répète un peu ce que Cheikh Anta Diop avait dit à Kinshasa en 1984, il y avait un symposium qui était organisé à Kinshasa sur l'avenir de l'Afrique. Dans une interview, Cheikh Anta Diop dit, le malheur de l'Afrique, c'est que nous avons confondu le pouvoir... C'était Cheikh Anta Diop ou l'autre philosophe Non, c'était l'historien. Le savoir, l'avoir et... Oui, nous avons confondu le pouvoir, le savoir et l'avoir. Donc c'est ça le problème de l'Afrique. Et tous ces politiciens gèrent leur parti de cette façon-là. En fait, Martin Fayoulou, quand il vient devant les gens, je voulais un peu rectifier ce que Baudouin dit, il est président de l'AMUCA.
qu'il est en train il est en train de se disputer la présidence de la Mouka avec Adolphe Mozito, jusqu'à avec maintenant. Mozito. Non, en fait, Non, son mandat était terminé. oui. Maintenant, c'est le professeur. Ils n'ont jamais fait de remise à reprise parce qu'il y avait déjà mécontentement entre les deux. Et donc, Fayulu est resté président de la Mouka, d'après son point de vue, et Mozito, président de la Mouka, selon l'autre point de vue. Et donc, là, Martin Fayulu va parler devant les gens comme président de parti, croyant qu'il est, en tant que président, il est plus intelligent que tout le monde. C'est comme ça que tous les présidents des partis ont raisonné. Nous avons même vu des politiciens qui croyaient que simplement parce qu'une ordonnance les a nommés ministres, ils croient qu'ils sont plus intelligents, les plus intelligents du monde sur le sujet là. Donc vous êtes ministre de l'économie, vous êtes les plus grands économistes du monde, rien que par une ordonnance. Et nous avons vu des politiciens qui ont plus de 18 ans, qui sont allés chercher les Thomson au Zimbabwe ou Namibie, en Namibie, du poisson, hein? du Thomson en Namibie, alors que nos poissons sont en train de mourir de vieillesse dans nos rivières et fleuves. Et donc, vous voyez un peu ces politiciens-là. Donc, Martin Fayulu va parler parce qu'il est président, il croit qu'il peut engager tout le monde. Et c'est peut-être le malheur des politiciens congolais. Lorsqu'on voit comment ils gèrent leur famille d'abord, voilà. Ensuite leur parti politique et parfois leurs entreprises lorsqu'ils en ont, on a tout de suite une extrapolation qu'on peut faire si jamais ils devaient gérer l'État. Il y a des exemples pléthoriques. Pasteur, pour un dernier mot sur cette question de décider, vous avez encore quelque chose à dire sur Fayulu, Martin Fayulu? Juste, il se trompe de stratégie. La politique, c'est le rapport de force. Si nous opposons, avoir la capacité de mobiliser, de ne pas réaliser la vie. Si vous êtes incapable, c'est pas avec vos coups de tête que vous pouvez faire traîner ou arrêter la machine. Arrêter la machine, c'est un peu compliqué. Donc s'ils cherchent le dialogue, on va voir. Ou même, beaucoup d'analystes pensent que, même moi je pense qu'il a négocié, il a échangé sa place contre quelque chose. Sortir tête haute, mais ça a été mal fait. Il pouvait le faire autrement, laisser à Katumbi. Merci, Pasteur. Nous allons passer. Moi, je crois, Patrick, comme l'a toujours dit Baudouin, nous devons nous limiter aux faits. Absolument. Ouais. Il n'y a pas eu de négociation. De toute façon, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Je pense. On n'a pas de preuves. C'est l'opinion de Pasteur Bobo que nous respectons d'ailleurs. Troisième point, le dernier rapport de l'ONU sur la République démocratique du Congo. Comme chacun le sait, la République démocratique du Congo, par sa diplomatie agissante, a fait en sorte que l'on puisse se pencher un peu plus sur les différents massacres supposés et vérifiés qui ont eu cours à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le rapport de l'ONU a été même plus loin et propose d'investiguer un peu sur ce qui se passe à l'ouest de la République démocratique du Congo. Cornelis, nous allons commencer avec vous. Vous avez eu vent de ce rapport de l'ONU? Oui. Qu'est-ce que vous en retenez? Mais écoutez, moi j'ai lu le rapport, qui n'est pas différent, qui n'est pas du tout différent du rapport qui a été... De Laurent Désiré Kabila de l'époque. De l'époque. Maintenant. Oui, c'est-à-dire le problème qui est là, c'est que nous avons en face de nous un Paul Kagame qui a son agenda, et d'ailleurs, il a répondu dernièrement, je crois avant-hier ou il y a 3 jours, quand il dit que les stratégies pour contrer tout ce qui peut être contre les intérêts du Rwanda, toutes ces stratégies-là sont déjà mises en place. Oui. Donc, en fait, pour Kagame, vous voyez, je ne me suis pas intéressé à ce rapport parce qu'il y a déjà eu plusieurs rapports antérieurs qui n'ont produit aucun effet. Moi, je crois que le garçon là,
il n'écoute... De qui vous parlez quand vous parlez de Paul Kagame. Donc, le président de la République rwandaise. Oui, et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire, il n'écoute que la parole des armes. Et donc, vous pouvez faire autant de rapports que vous voulez pour Paul Kagame, il a son agenda, il reste scotché à son agenda. Ça ne lui dit rien du tout. Et d'ailleurs, je venais de dire ici avant que les forces qui sont à l'Est pour combattre ces gens du M23, sont même allés chez lui. Il les a logés, ils font des exercices conjoints pour revenir à l'Est combattre Kagame. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, Kagame, vous pouvez faire autant de rapports que vous voulez, ça l'empêche pas de continuer à faire sa guerre. Donc, il ne bouge pas d'un iota de son agenda. Et c'est là que nous avons dit qu'il faut qu'à un certain moment que nous reprenions notre place d'un État fort. Simplement. Baudouin, je vais me tourner vers vous maintenant pour cette question du rapport. Cornelis l'a dit, il y a eu nombre de rapports onusiens sur la République démocratique du Congo. On a répertorié le nombre de groupes rebelles, groupes armés, on a su identifier leur nationalité, les groupes rebelles autochtones, les groupes rebelles étrangers. On a identifié que la République démocratique du Congo n'a pas une armée suffisamment forte pour gérer sa situation. Qu'attendre de plus pour prendre action? Non, moi je crois que je prendrai la fin de ce que Cornelis vient de dire. Il nous faut faire la guerre au Rwanda de Kagame. Pour faire la guerre, il faut avoir une armée, une stratégie, des moyens, etc. Moi aussi, tu l'avais dit. Parce que... Pasteur, vous nous rappelez ici qu'il y avait beaucoup de gens qui sont, d'après le chef d'état-major, qui fuitaient les informations, etc. Vous pouvez faire une... Mais ils ont commencé à épurer. Hein. Et ils ne l'ont pas dit, mais ils ont commencé. Mais pourquoi faire la guerre? Parce que, comme vous avez dit aussi, Patrick, ce n'est pas la première fois qu'on cite Kagame dans un rapport onusien. Mais pourquoi il n'y a jamais eu d'effet? Vous savez... Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre déclarée contre le Rwanda? Vous savez, je ne voudrais pas faire un grand honneur au Rwanda de Paul Kagame. Mais vous devez savoir une chose, c'est que cet homme, malgré qu'il n'a pas fait des études universitaires, il a une vision pour son pays, dans ce sens qu'il a placé beaucoup de Rwandais dans les organismes, les agences des Nations Unies. Tout à fait. Donc, non seulement au niveau des agences des Nations Unies, au niveau de l'armée américaine, il a quelques contacts, puisqu'il a été là-bas en formation pendant 3 mois. Et puis, au département d'État, ils ont de contacts. Regardez, vous prenez le livre de Madame Michael Arong. Mais ce sont les Américains qui refusaient qu'on puisse poursuivre les gens du FPR qui ont commis des infractions, des crimes tout à fait prouvables, si je peux dire. Les Américains disaient non, 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 et surtout pas eux. Poursuivez seulement les Hutus, qui sont considérés collectivement comme des génocidaires. Donc cet homme, jusqu'ici, a un réseau. Et quand vous lisez les communiqués du département d'État, ça c'est ce qu'on appelle des incantations diplomatiques. Ce sont les mêmes phrases, nous demandons au Rwanda de quitter, et puis pour noyer le poisson, on dit, nous demandons aussi à la RDC de cesser ses relations avec le FDLR. Exact. C'est pour dire aux Rwandais, écoutez, vous voyez, on vous a condamné, mais on a condamné aussi les Congolais. Non. Pasteur Bobo, vous êtes un, je ne vais pas dire radical, mais vous avez toujours été un faucon, un partisan de la guerre, de mettre fin à cet éternel recommencement que nous avons entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'Est de la République et ses minerais. Est-ce que vous avez toujours cet état d'esprit-là que pour régler cette question, il faut faire la guerre? Je commençais à penser que j'avais dit par Christian Chiwewe, qui est le secrétaire major. Je dis ici, tu vois, politico-cédé, on rapporte ses propos. Oui. Il dit trop de traîtres à tous les niveaux
aucune loyauté, même des simples causeries sont divulguées, les plans fuitent, aucune loyauté, même, mais entre-temps, vous portez la tenue du FARDC, vous clamez la loyauté et dites avoir prêté serment. Donc, comment on peut faire? Vous pouvez nous remettre le contexte? Ça s'est passé où et quand, plus ou moins? C'était dans une parade. C'était une causerie, une parade. Dans la capitale? Non, dans la province de Tchop, je crois. Ok. Déjà avec les militaires, et puis là, il a commencé à le parler. On peut faire la guerre. On peut faire la guerre avec le Rwanda, mais je crois qu'il est temps qu'on puisse mettre un peu du sérieux. Quand j'ai vu les rapports là, moi aussi j'ai lu un peu les rapports, ça m'a énervé. Pour quelle raison? J'ai vu la diplomatie rwandaise. Ils ont réussi à mettre sur le même pied d'égalité du Congo et les Rwandais. Parce qu'on condamne aussi les Congos. Oui, tout à fait. Les liens entre les FDC avec... Non seulement les FDLR, mais aussi les rebelles autochtones, les groupes. Le Wazalendo. Voilà. Donc là, Kagame a réussi. Il bout des pistes. Je crois qu'il faut recruter. Il y a beaucoup de Congolais dans. J'ai vu au niveau du football, ça marchait. Ils ont mis les binationaux. Ils ont joué au football, ils ont gagné et ça promet que l'équipe peut aller loin. Au niveau du pays aussi, on peut faire appel à tous les Congolais qui sont partout à travers le monde. Pour intégrer les services de sécurité, intégrer l'armée, intégrer les trucs, parce que pour défendre le pays. Est-ce que ça ne serait pas là une porte ouverte justement pour des infiltrations, etc. Oui, faire appel au Congo. Si quelqu'un sait faire appel, comme dit Baudouin Baouch, il est intelligent, mais il n'est pas le plus intelligent. Comme nous disait Charles. Moi, je préfère dire qu'il est malin. Il est malin. Si lui, il est malin, il sait faire appel aux Rwandais qui sont partout dans le monde pour l'épauler. En d'autres termes, vous demandez au pouvoir d'accorder, de ne plus mettre des freins à la nationalité d'origine, on peut dire, non, et à la nationalité. Mais il y a des Congolais qui travaillent au pays, des binationaux. Faire appel aux Congolais, aux vrais Congolais. Parce que pour travailler dans les forces armées de la République, pour travailler dans l'exécutif, etc., il faut être national. Étant donné la constitution congolaise, on peut le changer. On peut le changer. Donc c'est bien votre demande, c'est faire appel. On fait la guerre avec les Rwandais. Mais je voudrais quand même intervenir. Nous sommes en guerre. Je voudrais quand même. Il faut faire appel aux vrais Congolais. Si en Ukraine, on fait appel aux mercenaires français, anglais, autres, pour le combattre. Légion étrangère, ça s'appelle ça. Légion internationale. Il y a des rebelles américains qui combattent pas. Pourquoi pas chez nous au pays, on peut aussi faire appel à l'intelligence et à Congolais partout à travers le monde pour aider le pays. Sinon, on restera chez nous, on va continuer à pleurer devant Kagame et avec sa stratégie, il prend liste l'armée de l'Afrique de l'Est, aller faire des exercices chez lui au Rwanda pour le combattre, pour venir attaquer les autres là. Alors, vous voulez faire une remarque? Oui, je voulais rapidement dire que pour un peu continuer sur la même longueur d'onde, Kagame, en fait, ce n'est pas tellement la faute ou l'intelligence de Kagame. C'est un peu comme Joseph Kabila qui laisse le pouvoir à Fachi. Joseph Kabila qui n'a rien fait tout ce temps-là. La moindre petite action qui est faite par Fachi est vue par tout le monde. C'est ça Kagame. Vous voyez un peu... vous pouvez reformuler parce que je n'ai pas tout saisi dans cette image. Vous voyez un peu le problème de la RDC, c'est que nous avons confondu deux principes, l'information et la communication. Nous nous sommes attardés sur l'information. Vous voyez par exemple, au niveau de la présidence de la République, nous avons une direction de la communication. Oui. Alors que ce n'est même pas une direction de la communication, c'est une direction de l'information. Et il y a même un ministre de la communication qui est en fait le ministre de l'information. Vous savez, Kagame, lui, il a une armée numérique. Il a formé des gens qui, sur Internet, vont diffuser le message de haine tribale contre le Banyamulenge, par exemple, ainsi de suite, et donc donner tort aux Congolais. Évidemment,
plus vous diffusez, ça c'est la communication. Parce que la différence entre l'information et la communication, nous devons... Mais là, ce n'est même pas de la communication, c'est de la manipulation. Exact, justement. À force Manipule. Voilà. Oui. C'est ce qu'on de appelle... répéter un mensonge, il devient... C'est ce qu'on appelle la communication. Parce que la manipulation est dans la communication. Ça dépend du résultat que vous voulez avoir. C'est pour ça que je disais que le petit fait ou la petite action qui est faite par Fachi est magnifiée parce que son prédécesseur n'a rien fait. Et donc, quand il fait un pont, on peut danser le Djalelo. Il dit, ah non, Fachi béton. Et on voit qu'il a fait quelque chose. Mais pourquoi revenir à la guerre, soi-disant, que nous devrions mener contre le Rwanda? Oui, la guerre d'abord médiatique. Il faut qu'il y ait une armée numérique. Il faut qu'il y ait de la communication. Pas simplement l'information. Parce que nous, en RDC, nous avons tout le temps confondu information et communication. Il n'y a pas de communication. C'est ça le danger. Alors que de l'autre côté, il y a une communication à outrance. Et on m'a parlé de la manipulation qui est dans le chapitre de la communication. Et voilà. Baudouin, sur cette question, finalement, la guerre a plusieurs formes. Hein. Souvent, on pense que la guerre doit être absolument militaire, mais la guerre peut être économique, médiatique, numérique. Et simplement, est-ce qu'il ne faut pas juste que la République démocratique du Congo devienne un État standard, avec une force armée, une armée normale. Si le chef d'état-major lui-même dit que les soldats, les militaires ne sont pas loyaux, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du fondamental qui nous manque. Non, mais Patrick, notre pays a vécu ce qu'aucun pays de l'Afrique centrale a vécu. C'est-à-dire avoir un chef d'état-major non seulement ça, d'une autre nationalité. Le Rwanda, l'Ouganda, ils ont porté quelqu'un à la tête de l'État et ils ont occupé le pays. Ils ont d'abord détruit le socle de l'armée nationale, les phases, et nous n'avions plus d'armée. Vous savez, Museveni, un jour, dans une interview à France 24, il a dit, il parlait de la Somalie, où il y a des troupes ougandaises. Il dit, un État qui n'est pas capable de défendre l'intégrité de ses frontières, c'est comme un être humain atteint de sida. Il n'a plus d'immunité. Il n'a plus de défense pour faire face aux attaques. Mais quand il le dit, mais il le dit notamment à nous, ces gens savent que nous n'avons pas encore les moyens militaires pour nous défendre. Oh, sur cette question, mais qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo pour remettre de l'ordre dans sa méthode, sa façon de travailler? Mais on se lance dans toutes sortes d'appels à l'aide, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement s'arrêter, purger son armée, former Patrick, et aller de l'avant? Puisque là, si, état de siège, 2 ans. Si on était dans un régime présidentiel, parti unique, un seul centre de décision, on peut comprendre. Mais chez nous, il y a une opposition. Regardez. Pardon? Oui, il y a une opposition chez nous. Qui bloque des lois, je n'ai pas souvenir. Qui ne bloque pas, c'est-à-dire que le chef de l'État a tout le temps des contradicteurs. Un instrument de 15 jours a été prolongé, je ne sais pas combien de fois. Peut-être que nous prenons les sujets un peu en désordre. Non, vous dites qu'il y a une opposition. Je vous dis. L'opposition bloquerait l'action gouvernementale ou contrôlerait. Je cherche à quel moment il y a des détracteurs contrôle ou bloque l'action gouvernementale. Non, mais si nous prenons comme ça, oui. nous allons passer à côté. Alors je vous laisse. Mais regardez, je prends un exemple. Je prends un exemple. Oui. Donc on parle bien de l'armée. En 2008, si ma mémoire est bonne, nous avons fait le mixage avec les troupes soi-disant du CNDP. Vous permettez que je vous dise que ça c'est établi, c'est un fait. Non, voilà, on oublie ça. Mais maintenant après, on oublie. Après avoir fait le mixage et le brassage, les troupes venues du Rwanda ont dit, nous on ne peut pas être affectés dans une autre région que le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri. Donc jusqu'à ce jour, nous avons des soldats rwandais
qu'ils soient à nos postes frontières. Alors, à quel moment l'opposition a facilité cette situation? Non, c'était un lapsus, je crois. C'était un lapsus. Non, moi je dis, lorsque Félix Tshisekedi décide de proclamer l'état de siège. C'était le 3 mai 2021. Mais oui. 2 ans, 1 mois et 20 C'était jours. une mesure qui n'a jamais été appliquée. Et il a dit, instaurons cela. Mais les tireurs de ficelles sont toujours là. Je voudrais un peu. Mbosso a dit aux députés, Voilà. quittez les groupes armés. Mais c'est-à-dire que, je ne sais pas, on peut imaginer, 18 ans, ce pays a été contrôlé par des étrangers. Je vous passe la parole pour ne pas quitter mon poste de modérateur. Oui, merci beaucoup, Patrick. C'est-à-dire que j'étais un peu excité à intervenir parce que nous avons dit ici, hein, nous allons le répéter, c'est pas parce que ce pays-là, c'est pas un village, c'est un pays et il appartient à nous tous. C'est pas parce que vous êtes directeur d'une école que vous êtes la personne, rien que parce qu'on vous a nommé directeur de l'école, vous êtes la personne la plus intelligente au monde. Non. Moi, je crois que ce pays-là nous appartient à tous. Par conséquent, Et nous avons dit ici, Baudouin l'a dit, je l'ai dit, Pasteur Bobo l'a dit, nous avons dit que toutes ces mesures-là, toutes ces décisions-là n'ont pas été pensées. Quelqu'un se réveille du jour au lendemain, il prend une décision. Et nous croyons, nous, que quand nous avons parlé, nous avons travaillé. On décide de l'état de siège. Ça n'a été... c'était novateur, hein? Il n'y a pas de souci de ce Oui, côté-là. oui, ça n'a été discuté nulle part. Mais comment voulez-vous que même les notables du Kivu ne donnent pas leur point de vue? Ils ont donné leur point de vue, ils ont critiqué l'état de siège, ils ont dit, vous ne nous avez même pas consulté pour qu'on vous éclaire sur ce qui se passe à l'Est, comment il faut agir, ainsi de suite, vous décidez. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas Souverainement. eu d'opposition à l'état de siège ou quoi que ce soit. L'opposition n'a rien bloqué. Non, c'est Non, il y a une opposition actuellement. Non, c'est pour cela que je disais que c'était un lapsus. C'est-à-dire, l'opposition n'a rien à voir avec ces décisions-là. Ce sont des décisions que nous prenons sans consulter les partenaires qui sont des parties prenantes à cette action-là. Par exemple, l'état des sièges, vous allez décider l'état des sièges à l'Est. Comment ça va se passer? Vous devez poser la question à ces gens-là. J'ai interviewé un chef coutumier de l'Est, je crois il y a 4 ou 5 éditions, le chef coutumier qui nous dit... Vous vous souvenez de son nom ou de quelle non, chefferie malheureusement. C'est pas grave, on continue. Oui, il dit, le problème qui est notre grand problème, c'est que quand nous avons eu l'indépendance, le roi des Belges a convoqué les chefs coutumiers ici à Bruxelles pour signer l'acte de refondation de l'État. Aujourd'hui, les politiciens savent que les chefs coutumiers existent, comme à l'Est, surtout à l'Est. Hein. Surtout à l'Est, Les Moamis, etc. les Moamis ont beaucoup de pouvoir. Et ils ne sont pas consultés, pas du tout. Et c'est un problème quand même. Mon cher Cornelis, Oui. Baudouin, et puis je passe la parole à je pourrais vous sur cette question. opposer le fait que dans un système démocratique, il y a un régime de représentation. C'est-à-dire vous avez élu des gens Exact. qui défendent l'intérêt général. Ouais. Mais ils ne doivent pas tout le temps venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez donné un mandat à ces gens. Oui, c'est vrai. On vous donne 5 ans, vous faites Oui, ce que vous 5 ans, vous voulez. décidez tout seul, comme un drap. Mais c'est dangereux. on parle de monsieur l'intérêt général. Baudouin, c'est dangereux ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes président de la République, vous n'avez même... Gouverneur, Oui, vous avez été élu, donc on a délégué le pouvoir sur vous. Vous n'avez même pas besoin de votre parlement parce que vous êtes au-dessus du parlement. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Ah, voilà. Pasteur Bobo, un dernier mot sur cette Exact. question de rapport de l'ONU et ses implications, l'absence d'armée, d'État, etc., d'État fort, comme disait Obama, je pense, le président américain, l'ancien président américain. Un dernier mot sur cette Le question. 30 juin, le Congo va fêter, je crois que c'est 63 63 ans. ans. Donc, c'est déjà à 63 ans, c'est déjà. On a des On est petits-enfants, adulte, hein. des arrière-petits-enfants, on vit sur ses rentes. Il est temps qu'on puisse arrêter de pleurnicher.
on peut faire des choses. On peut faire des choses, faire bouger, remettre le Congo là où il était. En quelle année? Il était où C'est ça, il faut appeler les historiens. Ça, c'est vrai, oui. Si j'ai dit septembre, ça peut être 74. Donc sous un régime présidentiel. Je mettais 74, à l'époque où le Congo était, le Zaïre était... Sous l'administration de Mobutu. Vous savez, pour terminer ce sujet, oui, et on passe je alors voudrais vous rappeler, peut-être vous le savez, un éditorial du grand éditorialiste flamand Manu Reuys. En 92. Manu Reuys, c'est un En grand... 92, quand la bagarre Tshisekedi et Mobutu a commencé, Manu Reuys a dit le Zaïre a besoin d'un homme à poigne comme Mobutu, mais gestionnaire. Un gestionnaire de l'économie. Donc, pour Manu Reuys, c'est difficile de diriger un pays comme le Zaïre, comme dans une église où tout le monde répond à la chanson. Il faut un pouvoir fort, mais un pouvoir qui s'occupe de donner à la population le minimum vital. Comme un peu en République rwandaise. Quatrième point, les affaires judiciaires en République démocratique du Congo. Nous sommes en période électorale, nous l'avons dit et redit, le 25 juin ici, le dépôt des candidatures commence, et voilà qu'un des candidats, non pas à la députation, mais à la présidentielle, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, a des démêlés judiciaires qui s'enchaînent, j'allais dire. Pasteur Bobo, un commentaire là-dessus, puisqu'on dirait que ça commence à... Est-ce qu'on n'est pas en train d'écarter les potentiels rivaux, etc., à la présidentielle? Moi, je dirais trop, c'est trop. Pour moi, ça serait de tout politiser à quelques mois des élections présidentielles. Si Matata Ponyo n'a pas été poursuivi il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année ou 6 mois, c'est pas à quelques 3 ou à 3 jours de dépôt de candidature de députation qu'on va commencer à poursuivre les gens. Mais il n'y a pas de prescription. Hein, laissez-les aller aux élections, laissez-les aller aux élections. C'est le manque d'opportunité. Je vois même Dion, on arrête Dion. Franck Dion, qui est député national. Hein? Député national. Ancien. Ancien député. Ancien. Il ne peut pas pour aller aux élections, il est arrêté. Salomon Kalonda, il devrait aussi aller aux élections, il est arrêté. Trop d'arrestations, à part peut-être, on nous dit les chefs de sécurité de Kabila qui est arrêté. Lui n'est pas politique. Il n'est pas politique, mais bon... C'est un colonel. Oui, mais derrière lui, on voit quand même Joseph Kabila qui est politicien. Lui n'est pas politique, mais trop d'arrestations, ça fragilise les pouvoirs. Donc les affaires judiciaires sont politisées. À quelques jours des débuts des campagnes, les débuts, si vous arrêtez trop, ça peut jouer contre le pouvoir. Cornelis. Oui. Je crois que ça joue contre Tshisekedi. Est-ce que justement, n'y a-t-il pas un décalage entre ce jeune homme qui était membre d'un parti politique historique de l'opposition, devenu chef de l'État, quelles que soient les conditions, et qui, arrivé à la fin de son premier mandat, finalement, on remarque que ce qui a été dénoncé, c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas quelque chose qui dénote. Mais vous savez, Patrick, nous l'avons dit ici, hein, je l'ai dit, je crois, parce que je n'ai jamais oublié un adage là qui dit que les hommes ne comprennent que des images fortes. Quand une image est forte, l'homme voit, il comprend. J'ai dit ici que la création de l'Union sacrée a tué la politique congolaise. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons sur notre environnement politique? Tout le monde est en train d'aller vers l'Union sacrée. C'est-à-dire nous sommes en train de recréer le parti unique. Et pour répondre un peu à votre préoccupation, Félix Tshisekedi arrive
quand il arrive au pouvoir, et même avant, il dit, moi au pouvoir, je vais fermer les cachots, et ainsi de suite. Les gens... Oui, le cachot de l'ANER, le service secret et tout ça. Mais les gens l'ont pris au sérieux. Et d'ailleurs, il l'a fait, presque. Il arrive aux affaires, il sort tous les prisonniers politiques. Oui. Mais on l'a applaudi, tout le monde l'a applaudi, que ce soit les gens de son obédience. Donc le Franck Diongo qui a été arrêté. Oui, effectivement. Il avait été libéré également. Oui, mais brusquement, on voit le même gars qu'on a applaudi, que tout le monde a applaudi, brusquement, il change de casaque. Aujourd'hui, on arrête tous les jours, et on arrête des opposants. Et les arrestations sont parfois théâtrales, comme un peu dans un film. On débarque sur l'aéroport de Ndjili, on prend quelqu'un, et Franck Diongo est arrêté comment? Mais on sait où il habite. On peut même aller là-bas avec des jeeps, nous sommes venus vous prendre. Il est allé à un deuil, où il a rencontré d'ailleurs le président de la République, qui était au même deuil. Et il rentrait chez lui, et en pleine, sous le soleil, en pleine grande artère de Kinshasa, qui est l'avenue Willery, croisement Kabida, au rond-point là, donc un peu comme si Rambo débarquait, beaucoup de véhicules militaires, ainsi de suite, la population était étonnée. On vient cueillir Franck Diongo, qui était un ami personnel d'Etienne Tshisekedi, le papa. Et vous voyez, toutes ces arrestations qui s'enchaînent. Et les griefs, par exemple, pour Franck Diongo, on les arrête pour quelles oui, mais d'accord, nous l'avons dit ici. Nous l'avons dit ici, chaque fois qu'il y a arrestation, on fait une liaison avec le M23. Nous l'avons dit ici. Mais ce qui interpelle un peu, c'est que toutes ces arrestations se passent à cette période. Le timing est... Comme disait Pasteur Bobo, oui. C'est quand même, nous sommes in tempore very suspecto. et donc c'est quand même dangereux. Et même, quelle est l'image que nous projetons vis-à-vis de nos voisins, de nos amis, de nos partenaires? Je crois que nous sommes en train de projeter une image assez dictatoriale. Et d'ailleurs, vous êtes concomitamment avec tout ce qui se passe ici, on a matraqué la marche de l'opposition, et même nous avons dit d'ailleurs qu'il y avait une marche qui était prévue demain, après-demain dimanche. Mais je vous dis... C'est un meeting. Un meeting... oui, un meeting. Dès samedi, ils ont repoussé ça du dimanche. Oui, voilà. Parce qu'il y a un concert des frères Ego là. Oui, attention. Quand il y a un concert... On nous prend une ville... Attention, je vais donner des précisions, Pasteur Bobo. Pasteur Bobo, ils ont réservé le terrain de Ndjili, Sainte-Thérèse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ce pouvoir-là commence à donner une mauvaise image à l'extérieur. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, c'est c'est Ndjili, quartier 7. Alors, il est prévu juste à quelques mètres de ce stade-là, le concert de le garçon qui était dans Viva la Musica, qui habite Bandalung, voilà, qui chante bien là. Il a fait beaucoup de compositions là. Il y a un concert en Ndjili même. Samedi Redi Amissi. Donc, le chanteur de charme. Oui, le gouvernorat a prévu un concert. C'est pour cela que l'opposition a décalé son meeting. Parce qu'on a prévu Redi Amissi, 2 avenues après le Sainte-Thérèse. C'est pas fini, hein. Il y a un autre qui est prévu en face à Massina. Un autre Lacoste, Didier Lacoste, en face à Massina. Donc, en fait, le pouvoir ici, il y a eu une série d'arrestations. Il y a eu la marche de l'opposition qui était... il y a eu violence. Il y a tellement eu des choses que c'est une mauvaise image quand même qu'on projette. Baudouin, on va finir avec vous sur cette affaire. D'abord, je voudrais préciser, je fais là l'avocat du diable. Il faut avoir un avocat. Franck Diongo a été invité 3 fois
par 3 fois par la DEMIAP. Chaque fois, il avait un motif. Je suis détection malade. militaire des actions Oui. anti-patrie. J'ai un deuil. Et puis, 3e invitation, il n'a pas répondu. Alors, il y a eu le décès de Dr Kabamba, un ancien de l'UDPS. Diongo et Félix se sont retrouvés là. Mais ils ne se sont pas croisés. Comme par hasard. Hein, Ils ne se sont pas croisés parce que Diongo a toujours été proche de Étienne Tshisekedi, donc il connaissait tous ces gens de l'UDPS. Or, il y avait des gens de la DEMIAP dans ce deuil. Ils ont dit, mais c'est l'occasion de reprendre. Et ils l'ont pris. Ils l'ont suivi. Tous les témoins sont là pour dire qu'il n'a pas été brutalisé. Sauf son chauffeur, paraît-il, il aurait reçu une gifle. Mais les gardes du corps, parce que lui, il a toujours des gardes du corps, hein, M. Dion. Et ils n'ont pas été bousculés. Lui-même n'a pas été bousculé. Militaire ou civil? Ce sont des civils. Donc, il a été arrêté. Est-ce qu'on peut donner des informations qui sont parcellaires? On prétend que Salomon Kalonda aurait cité son nom. Exact. Qu'il était chargé de la coordination du coup qui se préparait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et d'ailleurs, moi je trouve même... C'est une situation paranormale. Parce que pour le moment... Paranormal, dites-vous? Oui, paranormal. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une situation normale. J'ai peut-être utilisé à mauvais escient. Non, paranormal. Oui, dans l'esprit. mais oui, tout à fait. Parce que Diongo est arrêté par ce qu'on peut considérer comme des officiers de police judiciaire. Donc, ils mènent l'enquête, comme on dit toujours, pré-juridictionnelle. Mais ils ne peuvent pas diffuser le contenu de ces enquêtes. Ils doivent boucler leur dossier et remettre le tout au ministère public, donc le procureur. Et c'est le procureur qui peut faire une déclaration à la presse et il va vérifier si la qualification des faits mis à charge de Diongo sont vrais, parce que souvent, le procureur renverse, comment dire, le chef d'inculpation que les inspecteurs judiciaires ont retenu. Alors, on prétend qu'il est dans le coup. Donc voilà un peu ça, c'est un. À propos de Matata, Oui. nous savons tous que cet homme, quand il était Premier ministre, il était en même temps ministre des Finances. C'est un cas sans précédent. Je ne sais pas si à l'époque de Tchombe, parce que Tchombe avait accumulé plusieurs ministères sous son autorité. Comme Mobutu aussi avait, à un oui. certain moment, avait accumulé aussi. Oui. Donc, Matata dirigeait les finances, la primature et cet organisme-là, BSECO, qui recevait de l'argent de la Banque mondiale, tout ça et comme ça. Alors, Matata a été chargé de mettre sur pied ce fameux parc agro-industriel à Bukanga-Lonzo. On parle de plus ou moins 300 millions de dollars. C'est parti où? Puisqu'on ne voit pas le parc agro-industriel. On ne peut pas dire, comme j'entends certains journalistes à Kinshasa dire, ah, la Constitution dit qu'on ne peut pas poursuivre un Premier ministre. Mais c'est dit où? Non, il y a une compétence spéciale pour mais oui, les premiers ministres. sur la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel du chef de l'État, le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Et puis, dès que vous avez commis une infraction, il y a cristallisation. Vous ne pouvez pas dire, ah, non, dans cette infraction, attends, on a dit Premier ministre, les noms dans sous-premier. Non, l'infraction est matérielle, vous avez fait. Et on veut qu'il s'explique, il commence à raconter des choses. S'agissant de l'opportunité, pourquoi tout d'un coup, maintenant, ça se... Le momentum, pourquoi aujourd'hui Et on va finir là-dessus. Tempore suspecto. Vous savez, hein, en droit pénal, le mot opportunité a tout son sens. C'est pas comme le langage courant. Quand on dit opportunité, on se dit, si on mène une poursuite, la société subira tel dommage. Je prends un exemple, arrêtez la femme de Tshisekedi. Vous avez vu qu'elle a commis une infraction, mais on va voir, est-ce qu'il y a opportunité de
poursuivre cette dame. Quel est l'intérêt que nous mettons en péril par rapport à l'arrestation de la dame? Voilà. Les faits remontent aux années 2012-2014, sauf erreur de ma part. Il doit se répondre. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, tous ces millions qui disparaissent en République démocratique du Congo, qu'on ne retrouve jamais. Histoire à suivre. Année électorale, nous sommes à 5 mois et 27 jours des élections présidentielles. Le dimanche 25 juin, dépôt des candidatures pour la députation nationale. Affaire à suivre. Passez un excellent week-end. Pêchez-vous. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.